Voilà, il est 11h45, on va pouvoir démarrer cette table ronde consacrée à la sobriété foncière. Bienvenue à vous tous, je suis Nathalie Ricaille, je suis journaliste et donc j'aurai le plaisir d'animer ces 45 minutes d'échange avec nos intervenants. Je vais vous les présenter dans quelques instants, mais juste d'abord un focus sur notre sujet pour bien poser le cadre et le contexte. Préserver les sols, vous le savez, j'imagine que vous en êtes convaincus, sinon vous ne seriez pas assis devant moi ce matin. C'est bien sûr préserver notre avenir, mais comment on concilie cette exigence de préservation avec le besoin bien réel, lui aussi, de développer, d'accueillir, d'aménager nos territoires. La mise en œuvre du fameux ZAN, le zéro artificialisation nette, bouscule, c'est indéniable, nos pratiques, interroge nos modèles d'urbanisme, nos modes de développement aussi. Et derrière les objectifs chiffrés, parce qu'on va essayer de dépasser ça bien sûr avec nos intervenants, c'est bien une nouvelle culture de l'aménagement qui se dessine, une culture qui invite à repenser au fond la manière dont on valorise l'existant, dont on réutilise les espaces, la manière dont on réinvente la fabrique de la ville et des territoires. Et pour en parler avec nous ce matin, trois intervenants particulièrement engagés sur ces questions. À mes côtés, Anne Lefranc, qui est coordinatrice aménagement au sein de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Elle reviendra sur cette expérimentation Objectif ZAN et aussi sur les outils d'accompagnement qui sont proposés par l'ADEME aux territoires qui ont envie de s'engager dans cette voie. À la droite d'Anne, c'est Laurence Besserve. Elle est deuxième vice-présidente en charge de l'aménagement au sein de la métropole de Rennes. Et vous êtes maire aussi, maire d'une commune qui s'appelle Béton. Je ne ferai pas de commentaires, mais c'est assez drôle du coup. Voilà, vous partagerez avec nous votre vision politique et stratégique, celle d'un territoire pionnier au fond dans la mise en œuvre de la sobriété foncière. Et vous n'êtes pas venue toute seule ce matin puisque vous accompagne François Tresse du pôle stratégie, développement et aménagement de la métropole de Rennes. Donc avec vous, on aura la chance de pouvoir bénéficier d'un éclairage opérationnel sur la manière dont cette stratégie que votre vice-présidente nous expliquera se traduit concrètement dans les projets métropolitains aujourd'hui et sans doute demain, parce que vous le verrez avec nos intervenants, on se projette à Rennes, on voit loin, ils le diront mieux que moi. Mais tout d'abord, Anne, si vous voulez bien, reposons le sujet qui va nous occuper pendant les quelques 45 minutes qui viennent. Sobriété foncière, ça veut dire quoi et pourquoi c'est aujourd'hui un enjeu central de la transition écologique ? Alors la sobriété, effectivement, aujourd'hui, on n'a plus vraiment le choix. La sobriété, c'est faire avec l'existant et le déjà là. Et répondre aux besoins, effectivement, des territoires, que sont le logement, les équipements, etc. Juste pour revenir sur le contexte, effectivement, du ZAN, aujourd'hui, on est sur un modèle d'aménagement qui n'est plus soutenable en termes de consommation d'espace, de consommation de sol. On est sur un modèle qui artificialise les sols de manière avec un rythme complètement effréné. On est sur l'ordre de 20 000 hectares par an d'espace consommé par notre urbanisation. Ça représente quoi, 20 000 hectares ? Peut-être que certains ont du mal à se représenter ce chiffre. On parle de 5 terrains de foot par heure. Donc 5 terrains de foot par heure, je ne sais pas, à la fin de la conférence, on aura artificialisé 5 terrains de foot. Donc on est sur un rythme qui est effréné, qui a des conséquences bien sûr majeures, environnementales, écologiques, économiques. L'étalement urbain engendre effectivement des coûts pour la collectivité, pour la société. On éloigne les ménages des centres-villes. On a une dépendance à la voiture qui devient accrue. On a donc des pollutions qui sont liées à ça. Et aussi, on a un impact très fort sur nos écosystèmes et sur finalement nos modes de vie au travers de l'impact qu'on peut avoir sur ces sols-là. Donc c'était urgent effectivement qu'on puisse remettre la question de la lutte contre l'artificialisation en replaçant la question de la sobriété foncière, et c'est l'objectif qui est posé dans le cadre de la loi climat et résilience depuis 2021. Quels sont les grands principes, Anne, les grands principes d'aménagement auxquels doivent se référer aujourd'hui les territoires si on se reporte à ce cadre réglementaire, et quelles sont les échéances qui sont devant les territoires en la matière ? Alors aujourd'hui, la loi climat et résilience, elle pose
déjà le premier objectif de long terme, l'objectif de zéro artificialisation nette à 2050. C'est le ZAN, en fait, c'est la balance entre ce qui pourra être artificialisé, devra être renaturé quelque part. Alors, voilà, ça peut se dire que en fait, cette balance, elle est égale à 0, mais pour y arriver, il faut qu'on réduise très drastiquement le rythme d'artificialisation, parce qu'on ne pourra pas renaturer tout ce qui a été artificialisé. Même si on le voulait, on ne pourra pas renaturer 20 000 hectares par an d'espace. Il y a déjà un premier palier dans 10 ans. Dans 5 ans maintenant. Dans 5 ans voilà, maintenant. parce qu'en fait, 2021 vite, a posé un objectif à 10 ans, mais on est déjà à 5 ans, et de réduire par 2 le rythme d'artificialisation. Donc il faut vraiment réduire ce rythme effréné par rapport au référentiel avant 2021, donc 2011-2021, sur ce rythme qui est important. Alors, aujourd'hui, ça veut dire quoi pour les territoires? Ça, on en parlera tout à l'heure, mais ça veut dire que les territoires sont en première ligne. Ils doivent inscrire cet objectif dans leur document de planification, s'inscrire dans une trajectoire beaucoup plus sobre en termes de foncier, et donc le traduire au niveau de leur PLU, de leur SCOT, de leur SRADET. Donc il y a vraiment un objectif assez urgent de révision des documents d'urbanisme en intégrant cette question-là. Et tous les territoires sont concernés. Enfin, voilà, donc on parle beaucoup de territoires... Les grands, les moyens, les petits, les ruraux, les urbains. Tout à fait. Donc là, je pense qu'il faut vraiment se dire ça ne concerne que parce que bon, je suis dans un territoire peut-être très urbanisé. Non, ça concerne absolument tous les territoires. Alors précisément, vous me tendez une perche, donc je vais m'en saisir. Ces territoires variés, vous avez choisi de les accompagner, et c'est l'un des rôles de l'ADEME, accompagner les territoires sur tous les thèmes d'ailleurs de la transition écologique, en matière d'aménagement et de sobriété foncière aussi. C'est un projet, une expérimentation qui s'appelle Objectif ZAN, qui s'est déroulée de mai 2022 à fin 2024. 22 territoires sélectionnés, un AMI. C'était quoi les grandes finalités derrière cette expérimentation? Qu'est-ce que vous vouliez démontrer et comment vous vous y êtes pris globalement avec les territoires, avant qu'on donne la parole à Rennes pour illustrer par l'exemple ce qui était fait? On s'est posé beaucoup de questions au départ de l'expérimentation. Effectivement, on avait déjà à cœur d'aider les territoires à mettre en œuvre le ZAN dans leurs documents d'urbanisme, dans leurs documents de planification, mais ça voulait dire lancer aussi un certain nombre d'études, de diagnostics, etc. Donc il fallait vraiment qu'on puisse les accompagner et avoir un panel de collectivités très différentes. Comme je vous l'ai dit, ça concerne l'ensemble des territoires. Donc on est à ces 22 territoires que vous avez là. On les voit sur la carte. Sur la carte. Sont extrêmement divers en termes de logique d'aménagement. On a du rural, de l'urbain, du littoral. Et de la montagne. On est sur des échelles SCOT, PLUI, PLU différents, parce qu'effectivement la traduction peut être un peu différente. Et on s'est placé à 2 niveaux, c'est-à-dire qu'on a essayé d'accompagner déjà au niveau local ces territoires en leur apportant une aide à l'ingénierie pour qu'ils puissent avoir aussi une AMO, une aide, une étude, en tout cas un bureau d'études, une agence d'urbanisme qui puisse les accompagner localement en tenant compte bien sûr des spécificités du territoire et en impulsant une dynamique territoriale en local. Et puis après, on a mis en place au 2e niveau, à l'échelle nationale, on va dire, le retour d'expérience. L'idée, c'était de pouvoir créer ce retour d'expérience pour que les collectivités déjà puissent échanger entre elles, parce que c'est vrai qu'on était avec beaucoup de questions au départ, de bonnes pratiques, comment faire, etc. Donc c'était important qu'ils puissent échanger entre elles, et puis qu'on puisse aussi derrière essaimer les actions qui étaient mis en place. Donc faire réseau et créer une espèce de communauté d'ambassadeurs du ZAN. L'accompagnement de l'ADEME, il portait sur des études de trajectoire, sur des études préalables à la mise en œuvre de projets d'accompagnement, sur des actions. On était à la fois sur du technique, c'est ça. Donc des études pour mieux connaître les territoires, mieux intégrer ces questions et cette dimension de sol, notamment au travers des études de cartographie, par exemple. Et on était à la fois sur la méthode aussi, parce qu'il fallait aussi apporter pas mal de méthodes, de solutions, d'outils
Mais vous ne financiez pas les travaux, hein, c'est ça, hein. Non, on ne finançait pas les travaux, on va jusqu'au pré-opérationnel et on va dire on est vraiment sur l'échelle plutôt planification jusqu'au pré-opérationnel. Merci beaucoup pour ce cadrage. Anne, on vous retrouvera tout à l'heure en réaction au témoignage de la métropole de Rennes. Madame la vice-présidente Laurence Besserve, une première question pour vous, si vous le voulez bien. Qu'est-ce qui a motivé, elle est facile hein, cette question, mais la réponse elle est signifiante forcément, qu'est-ce qui a motivé Rennes à s'engager dans cette démarche de sobriété foncière? Pour avoir échangé avec vous en préambule à cette table ronde, je sais que sur ce territoire, les élus se sont vraiment emparés du sujet de manière forte. Et donc vous aussi, pourquoi? Oui, merci pour cette question, mais avant de répondre précisément à la question, je voudrais rappeler les fonctions du sol. Vous l'avez évoqué, mais les sols, c'est aussi la protection de l'eau, de l'air, de la terre, du végétal, de la biodiversité. Première fonction aussi des sols, c'est la fonction alimentaire, mais on sait aussi que avec les problèmes de l'énergie, c'est aussi la production des énergies et c'est la production aussi des matériaux biosourcés. La population augmente, vous l'avez dit, les sols disparaissent, il faut absolument préserver ces sols. Donc un petit mot peut-être aussi sur Rennes Métropole. Je suis deuxième vice-présidente à l'aménagement. Alors Rennes Métropole, c'est une métropole de 470 000 habitants sur une surface d'un peu plus de 70 000 hectares. Un beau bébé. Voilà, c'est 43 communes avec la ville-centre Rennes qui fait 220 000 habitants, mais dans les 43 communes, la plus grande a 20 000 habitants, la plus petite a moins de 1 000 habitants. Il y a une très grande diversité de communes et Rennes Métropole a cette particularité aussi d'être constituée sous forme de ville archipel. Alors c'est quoi la ville archipel? C'est en fait un ensemble de territoires où il y a cette alternance de ville-campagne. À chaque fois qu'on passe d'une commune à une autre, on traverse ces paysages agro-naturels et forestiers. Et donc, ce qui confère aussi aux gens qui y habitent un certain cadre de vie qu'on souhaite préserver. Il y a beaucoup d'avantages, il y a aussi quelques inconvénients, notamment les mobilités, mais on n'est pas là pour parler forcément de la ville archipel. Je voudrais dire aussi que Rennes Métropole est un territoire démographique, avec une croissance démographique, une dynamique démographique. Ce n'est pas forcément le cas de tous les territoires en France, mais donc dynamique démographique, dynamique économique. Alors même si la démographie, on voit bien, tout à l'heure il y avait une conférence sur la dénatalité tout à l'heure ici, il y a un ralentissement du taux de croissance de la démographie. Et puis, notre démographie, elle est plus liée au solde naturel, c'est-à-dire nos enfants, nos petits-enfants qui veulent vivre sur notre territoire. Alors, quand vous dites pourquoi nous nous sommes engagés sur cette trajectoire de sobriété foncière, c'est pas nouveau sur Rennes Métropole. Je vais donner juste quelques chiffres. Allez-y. Avant 2000, on consommait environ 220 hectares par an. Après, de 2001 à 2016, nous étions plutôt à un peu plus de 130. Ça fait quelques terrains de foot aussi. Hein. Et ça fait quelques terrains de foot, effectivement. Hein, je crois que c'est souvent 1 hectare, un terrain de foot. On le disait tout à l'heure. Et aujourd'hui, on a été élu en 2020, la loi climat et résilience 2021. Comment atteindre cet objectif de réduction de 50%? Alors, il fallait déjà calculer aussi ce qui a été consommé entre 2011 et 2021. Et est-ce qu'on s'y engageait dès le début ou est-ce qu'on s'y engageait un peu plus tard aussi, hein? On peut dire, on va voir un peu. Voilà. Donc il y a eu cette dimension volontariste chez vous, vraiment. On était déjà dans cette dynamique de sobriété foncière pour préserver les sols, pour tout ce que j'ai dit. Et on a pris ce dossier à bras-le-corps avec les services de la métropole pour atteindre ce 50% de réduction de la consommation foncière. La décennie précédente, sur 2011-2021, on consommait un petit peu moins de 100 hectares par an. On avait quand même baissé. Et donc là, l'objectif pour cette décennie qui est en cours, et il y a déjà 5 ans qui sont passés, ça va très très vite, là, on arrive à 50-60 hectares par an de consommation foncière.
Alors juste avant qu'on ne rentre dans les détails de la méthodologie du projet avec François Tresse, encore une question pour vous, Madame la Vice-Présidente, parce que évidemment, vous venez de le dire et de l'illustrer, cette démarche, elle a été portée, elle a été pilotée par les élus et elle continue à l'être d'une certaine façon. Mais il y a quand même eu chez vous aussi la volonté d'objectiver scientifiquement le travail qui était porté. Pourquoi vous avez fait ce choix-là qui est également fort? Oui, alors comme vous le dites, hein, on a choisi d'objectiver scientifiquement et je dirais et collectivement, puisqu'on a un premier PLUI qui a été mis en place en 2019. Et donc on travaille, on a cette habitude aussi à la métropole depuis les années, je dirais 75-80, de la planification de l'aménagement. Et donc, on a souhaité objectiver, c'est-à-dire de quoi on parle quand on parle d'extension urbaine. Donc, dernièrement, il y a eu un gros travail de réaliser avec les élus et les services amenant la méthode, on pourra le voir tout à l'heure, sur c'est quoi les besoins en termes de logement. Donc, il faut regarder premièrement la démographie. C'est quoi le nombre d'habitants en 2040, en 2050 ? Alors, on a une prospective, pour le moment, à date, de plus 100 000 habitants à l'horizon 2050. Partant de ce principe-là, on en déduit le nombre de logements. Et puis, après, on a regardé, commune par commune, les potentiels de gisements fonciers en renouvellement urbain. Alors, il y a différents types de renouvellement urbain. Je laisserai François Tresse l'évoquer. Avec cette capacité à faire un nombre de logements. Et par déduction, on en déduit les extensions urbaines au regard des densités. C'est ça. Mais l'idée, c'était quoi? C'était qu'on ne puisse pas, d'une certaine manière, vous accuser d'avoir orienté une démarche sur un sujet qui est un peu sensible, c'est ça? Oui, sans la justifier. Et donc, on est capable de dire, de 2030 à 2040, on consommera tant d'hectares. Et de 2040 à 2050, on consommera tant d'hectares et on y arrive. Et en poussant les curseurs un peu plus loin, on est allé aussi jusqu'à l'analyse de la qualité des sols. Et là, je vais laisser peut-être... Donc, intéressant, double approche quantique, Ali, et pas qu'une approche surfacée, François va nous le dire, une approche qui va aussi questionner le rôle des sols et potentiellement leur multifonctionnalité. Allez, on va mettre les mains dans le cambouis, plonger dans le réacteur de la machine avec vous, François Tresse. Comment s'est structuré sur le plan technique et méthodologique ce travail que vient de nous brosser à large trait votre vice-présidente? Alors, bonjour à tous. Je passe quelques diapos, on pourra y revenir. Et donc, le travail sur l'étude de la qualité des sols, elle a pu se faire dans le cadre de l'AEMISAN, donc piloté par Anne Lefranc de l'ADEME. Et donc, on a élaboré des indicateurs pour évaluer la qualité des sols en lien avec le BRGM, donc le Bureau des recherches géologiques et minières. Donc, ce sont des spécialistes des sols. Et on est parti de la méthode MUSE, mise en place par le CEREMA, sur laquelle on est allé un peu plus loin, en croisant 4 indicateurs qui sont la capacité du stockage carbone dans les sols, le taux de biodiversité, la capacité d'infiltration et les valeurs agronomiques. Et sur cette base-là, on a pu établir cette carte que vous voyez à l'écran qui permet, avec une moyenne, d'avoir une connaissance de la qualité des sols. Cet élément, déjà, il permet d'objectiver et, comme vous le disiez, d'avoir une approche scientifique rigoureuse pour partager les enjeux de qualité des sols avec l'ensemble des acteurs, des partenaires, en sachant qu'on est bien à une échelle d'intervention, à l'échelle de la planif et pas forcément à l'échelle d'un projet. Mais on est là, c'est un outil supplémentaire pour aiguiller les élus dans les arbitrages futurs pour les urbanisations. Allez-y, François. Et du coup, alors, ce qui était intéressant, c'est cette première carte qui donne une moyenne. Et après, ce qu'on s'est dit, c'est que c'est pas parce qu'on a une note équivalente que le rôle ou les fonctions des sols sont les mêmes. Donc on a poussé plus loin le travail avec le BRGM pour établir une sorte de typologie des sols en fonction de leurs caractéristiques. Donc là, on a pris un exemple. Vous voyez, il y a un sol, il a une moyenne de 15 sur 20, l'autre de 16 sur 20. Mais en fonction du... derrière les résultats cumulés, il y a d'autres réalités, c'est ça. Par exemple, le taux de carbone, il est de 2 sur le premier et de 4 sur le deuxième. Et donc, ce qui a été intéressant, c'est de dresser une sorte de typologie des sols en fonction du rôle de leurs caractéristiques. Et là aussi, l'idée, c'est de pouvoir aiguiller les élus dans les futures politiques publiques
Si on veut favoriser de l'infiltration sur certains secteurs, on va savoir où c'est le plus intéressant, ou là où on a les meilleures valeurs agronomiques, on sait où c'est intéressant, donc on peut intervenir, etc. Quels ont été vos principaux outils de travail? Est-ce que c'est du travail en chambre? Est-ce que c'est du travail concerté? Voilà, comment est-ce que ça s'est matérialisé et finalement sur quelle échelle de temps? Donc l'échelle de temps, c'est dans le cadre de l'AEMISAN avec l'ADEME. Les principaux outils, c'est la mobilisation des expertises des collègues du BRGM et du croisement de données, puisque là, on est sur un travail de modélisation pour croiser des données. Et maintenant, la prochaine étape, dans le cadre d'une nouvelle mission qu'on a avec l'ADEME et le BRGM, c'est d'aller faire des prélèvements de terrain pour tester notre modèle de données et pour le consolider. C'est ça. Donc il y a encore une étape derrière et possiblement du partage avec les acteurs du territoire. Ça, c'est peut-être dans un horizon un peu plus lointain. L'idée aussi, c'est de pouvoir s'approprier ces cartes-là. On a également travaillé une carte de notation de surface, puisque on sait qu'il se passe des choses aussi en surface et les documents d'urbanisme, ils viennent surtout interagir et réguler ce qui se passe en surface. Donc on a à la fois la carte de multifonctionnalité des sols, à la fois une notation de surface. Et ce qui est intéressant, c'est de combiner les deux. Et pareil, d'aiguiller nos élus en fonction du diagnostic. Si on met plus d'importance à la note de surface ou de sol, la carte est différente. Donc le diagnostic, les enjeux sont différents. Et ensuite, les leviers, par exemple, dans la note de surface, on a un bonus pour l'agriculture bio. Donc si les élus souhaitent favoriser cette notation bio, ça nous permet de la représenter sur la carte. Donc il y a une volonté d'aboutir à des livrables qui soient immédiatement utiles et traduisibles dans des actions de politique publique, des à la décisions. fois pour les outils, pour outiller les élus, et à la fois pour, comme vous le disiez, pouvoir le partager avec les différents acteurs. Donc là, on en est dans cette phase-là de pouvoir élargir le partage de cet outil. Ouais, c'est ça. Et l'enjeu, c'est qu'il soit réplicable. C'était aussi la commande de nos élus et de l'ADEME que ce qu'on peut mettre en place, ça peut être réutilisé. Donc il faut encore qu'on atterrisse sur le livret de méthodologie. Oui, c'est ça. Le travail n'est pas encore tout à fait fini. Est-ce qu'il l'est jamais au fond? Ça, on pourra y revenir. C'est presque philosophique comme question. Bon, les choses ne vont jamais exactement comme elles sont supposées aller. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés que vous voudriez partager avec la salle? Et vous voyez qu'on a du monde. Le sujet intéresse manifestement. Difficultés, peut-être source d'enseignement aussi utile pour d'autres. Les difficultés, c'était surtout des difficultés de méthodo et d'approche scientifique. Et l'enjeu, c'est de rendre un élément très d'expert qui soit appropriable, à la fois même pour des techniciens qui n'y connaissent pas grand-chose comme moi, mais aussi du coup pour alimenter les élus dans cette aide à la décision. Et donc la difficulté pour moi, elle est surtout devant maintenant, pour partager ces éléments-là et que ça soit un élément qui puisse être réutilisé à la fois pour nos élus, mais aussi ensuite à l'échelle de la région, pourquoi pas. Donc, ouais. Madame la vice-présidente, vous partagez ce que vient de dire François? Oui, je pourrais l'illustrer par quelques exemples, ou notamment un. Donc, je disais, notre premier PLUI, on l'a élaboré en 2019 et on a fait donc plan local d'urbanisme intercommunal et on a fait 2 modifications depuis. Et donc, dans la méthode, alors je vous disais, on a une grande diversité de communes. Et donc, il y a cette culture de travailler ensemble et de vraiment prendre le besoin de chacune des communes, petites ou grandes. Et donc, quand on disait c'est quoi vos besoins à l'ouverture à l'urbanisation, alors lors de la première demande, lors de la première modification, il y avait, il me semble, 200-250 hectares de demande d'ouverture à l'urbanisation. Bon, les élus venaient d'être en place, ils n'avaient pas tous bien pris connaissance du sujet, les équipes étaient très nouvelles. Et donc, il a fallu qu'on ramène quand même à 50-60 hectares. Donc, un gros travail. Alors, je me disais peut-être qu'après la deuxième modification, ce sera plus raisonnable, entre guillemets. Deuxième modification, méthode, c'est quoi les projets des communes? 400 hectares d'ouverture à l'urbanisation. Donc, il a fallu faire un gros travail de pédagogie qui a été complètement partagé grâce au service aussi. Et donc, je pense que l'ensemble des élus ont compris cette nécessité d'être sur la sobriété foncière et d'y aller collectivement, et on y arrive. C'est peut-être ça ce dont vous êtes le plus fier aujourd'hui, c'est d'avoir réussi à embarquer tout le monde autour d'un sujet qui n'est pas facile. Oui, je crois qu'on peut le dire, que tout le monde a réussi à faire ces modifications avec cette nécessité absolue
de réduire notre consommation foncière. Est-ce que vous aviez encore des éléments visuels à partager, François? Après, je voudrais redonner la main à Anne, parce que je sais qu'elle brûle de nous donner aussi son regard sur tout le travail que vous avez fait. Juste, le travail, comme je disais, il est en fait au tout début. On est dans une nouvelle façon d'appréhender les sols, et cet outil de qualité des sols, il doit nous permettre justement d'alimenter l'ensemble des politiques publiques. Et donc, même nous, en interne, l'idée, c'est de pouvoir partager cet outil avec aussi bien la direction de la biodive, la direction de la mobilité, ou ceux qui travaillent sur le développement des énergies renouvelables ou les terres polluées. Ça devient un outil de transversalité au sein de la métropole. Le challenge, là, en 2026, c'est de partager ça en interne, puisqu'on va être dans une période avec les élections en interne avec les services, et de pouvoir ensuite être prêt après pour les nouveaux élus. Bon, on va y aller step by step. Anne, votre regard sur ce retour d'expérience de la métropole de Rennes, quand on a préparé ensemble cette table ronde, vous auriez pu choisir un autre territoire, et vous l'avez dit d'entrée de jeu, c'est important de rappeler que tout le monde est concerné, les petits, les moyens, les gros, les ruraux, les urbains. Qu'est-ce qui vous plaisait particulièrement dans le retour d'expérience de Rennes qui justifie qu'on donne la parole à la métropole ce matin? En fait, c'est vrai que dans l'expérimentation, on a des territoires qui sont très divers, et on avait des territoires qui étaient plus avancés que d'autres sur ces questions d'observation aussi du foncier, des sols, etc. Donc c'est vrai que vous l'avez dit, c'était pas une question nouvelle chez vous, mais vous avez voulu approfondir cette question du sol notamment, et en lançant effectivement une étude beaucoup plus approfondie sur cette connaissance des données, de l'observation, etc. Donc voilà, moi je voulais mettre en avant aussi le fait qu'aujourd'hui on a le technique et le politique qui se rencontrent. Et pour moi, c'est un peu ça aussi la réussite, c'est-à-dire qu'on arrive à dialoguer effectivement, à partir de données scientifiques, des études robustes, pour pouvoir nourrir après la décision politique d'aménagement, parce que derrière, effectivement, il y a des décisions qui sont importantes à prendre en termes d'aménagement, et quand elle est nourrie avec des données du territoire qui sont basées scientifiquement, c'est d'autant plus facile d'emporter une décision politique. Enfin, bon, je pense que vous l'avez aussi très bien dit. Donc moi, je trouve que c'était important de montrer à la fois qu'effectivement, il y avait des avancées techniques, mais il y a aussi une avancée, on va dire, politique du territoire sur ces questions-là. Et c'est vrai qu'il y avait des territoires qui n'étaient pas au même niveau en termes d'avancée, en termes notamment de connaissance du territoire. Mais il y a quand même quelques pépites qui ont retenu votre attention, peut-être sur un territoire avec une autre typologie. En fait, on a eu aussi des territoires qui avaient moins d'ingénierie, on va dire, et qui sont arrivés dans l'expérimentation avec vraiment beaucoup de questions sur comment je démarre ma politique de sobriété foncière, ZAN, etc. Par quoi je commence, quelle méthode j'utilise, basiquement. Et c'est vrai qu'on a des territoires un peu plus petits, un peu plus ruraux, qu'il a fallu monter en compétences, ne serait-ce que ça, partager les enjeux et les traductions réglementaires. Voilà, donc on a fait aussi au départ pas mal de pédagogie sur les enjeux du ZAN, les enjeux de la sobriété foncière, de la préservation des sols, etc., que ça répondait aussi à un objectif de transition écologique et d'adaptation au changement climatique. Et c'était aussi l'occasion de sortir aussi de juste la calculette, parce qu'ils sont tous arrivés avec ah d'accord, alors on peut plus rien faire, qu'est-ce que je peux faire, je sors ma calculette, j'ai tant d'espace et donc je dois faire ça, comment, voilà. Et en fait on les a invités quand même à sortir de cet esprit calculette, moi j'appelle ça, c'est un prisme en qui est réponse réducteur, avec une contrainte réglementaire qui était importante, c'est vrai, mais qui a été en fait l'occasion de repenser en fait le modèle d'aménagement d'un territoire, de commencer par dire voilà, je vais essayer de mieux connaître mon territoire, quelles sont les dynamiques à l'œuvre, ne serait-ce que effectivement j'artificialise, mais pourquoi j'artificialise? Est-ce que c'est pour le logement? Est-ce que c'est parce que je veux attirer du monde sur mon territoire, ce qui est totalement louable en termes de développement territorial. Donc mais comment en fait je réponds à mes besoins, voilà, c'était aussi ces questions-là. Donc voilà, progressivement il y a eu une montée aussi en compétences des autres territoires aussi.
et qui ont mis en place aussi, comme à Rennes, mais avec peut-être simplement commencer à mettre en place des observatoires du foncier, des observatoires des cartographies de sol, et on a essayé de les accompagner en leur donnant de la méthode. On a parlé de Muse notamment, on a testé. Et c'est aussi cette dimension de communauté que vous avez évoquée tout à l'heure qui a boosté les territoires, j'imagine. Et c'est ça qui a aussi très bien fonctionné, c'est qu'on a pu mettre en relation les territoires, et ils ont pu échanger et faire du retour d'expérience entre eux. Donc Rennes a beaucoup participé à faire de la pédagogie aussi vis-à-vis de faire d'autres territoires pour voir comment ça se passait justement dans des territoires où ça allait plutôt bien, ça allait vite, et du coup ça a permis aussi à d'autres territoires de confronter un peu aussi leur expérience. On peut être attractif et sobre en même temps aujourd'hui. C'est l'une des conclusions que vous tirez du travail que vous avez conduit. Donc la métropole de Rennes, je disais tout à l'heure, est un territoire dynamique du point de vue démographique et économique. Et il faut rester attractif tout en étant sobre. On le porte depuis le départ. Et d'ailleurs, on réfléchit aussi à tout ce qui est renouvellement urbain, parce que là, on parle sur l'extension, le zéro artificialisation nette. Ça comprendra aussi le renouvellement urbain, parce que quelquefois, dans nos communes, on voit des espaces verts ou des espaces qui pourraient être urbanisés, mais on doit aussi maintenir la ville rafraîchissante. Et donc, attractif, ça veut dire repenser nos zones d'activité, par exemple, avec de la surélévation, en ayant, par exemple, au rez-de-chaussée de l'activité, et puis aux étages du tertiaire ou du logement, de façon à mutualiser les espaces de stationnement, les transports en commun, et faire que ces zones d'activité deviennent aussi des lieux de vie. On appelle ça la mixité fonctionnelle, la mixité verticale. Ça, c'est les jargons un peu techniques, mais voilà. Donc, on peut rester attractif tout en étant sobre. Et d'ailleurs, là, on essaye de travailler d'ici la fin du mandat sur une feuille de route qu'on appelle sobriété foncière, pour vraiment faire un point d'étape et valoriser toute la réflexion qui a été faite avec les élus de Rennes Métropole, et puis pour engager la suite et former les nouveaux élus des équipes futures sur cette trajectoire sobriété foncière. François, avant de donner la parole à la salle, on le voit bien, ça vient d'être redit en d'autres termes par Madame Besserve. C'est un levier d'innovation territoriale, au fond, la sobriété foncière. Oui, on est au début d'une nouvelle histoire, entre guillemets, de la façon d'aménager les territoires, aussi bien sur une large échelle que à l'échelle de la parcelle, où il y a des questions justement de couture, en termes d'intensification urbaine, en termes de choix. Est-ce qu'on intensifie, est-ce qu'on renature? On parle aussi de réutiliser les bâtiments existants, donc toutes les questions d'aménagement chronotopique. Ça veut dire quoi? Chronotopique, c'est comment il y a plusieurs façons d'utiliser un bâtiment dans le temps. Et parfois même en fonction de l'heure de la journée. En fonction de l'heure, une école qui le soir peut servir pour accueillir des associations, ou en termes de mutualisation de diverses activités ou services. Donc il y a plein de nouvelles choses à inventer. Et c'est plutôt passionnant. Mais ça veut dire, et ça c'est peut-être une question pour tous les trois, qu'on doit aussi d'une certaine manière repenser notre relation au sol, réinventer un imaginaire différent autour de ces questions. Anne, peut-être? Le travail sur les imaginaires, il est essentiel, ne serait-ce que quand on parle de sobriété foncière, on voit tout de suite oh là là, la ville dense, hyper bétonnée. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment une question aussi de faire évoluer les mentalités sur on peut faire de l'urbanisme sobre et de l'urbanisme avec de la qualité de vie, de la qualité des espaces verts. Je pense que ça, c'est vraiment, on essaie aussi de nous porter le message de la désirabilité de la sobriété, c'est-à-dire qu'aussi on fabrique de la ville qui soit aussi respirable, agréable, etc. Et ça, c'est vraiment un changement de focale, effectivement. On se rend compte en fait qu'en traitant de la question du sol, du sol en bonne santé, on peut permettre justement à construire cet imaginaire un peu désirable de la ville, voilà, agréable, etc. Et voilà, donc le sol fait partie un petit peu de la solution
Et alors qu'il est souvent un des paramètres oubliés dans les équations. Hein, il est invisible, en fait. De l'intérêt de le remettre sous les feux des projecteurs comme on l'a fait ce matin. Allez, on a quelques minutes pour prendre vos questions ou peut-être des retours d'expérience, des témoignages si vous voulez les partager avec nous. C'est très facile, vous levez la main, je viens vous voir avec le micro, vous vous présentez comme ça, on fait connaissance avec vous et puis on y va comme ça. J'arrive. Bonjour, merci pour vos interventions. Je voudrais vous demander si vous avez déjà pu faire le constat d'un réinvestissement éventuellement des centres-bourgs grâce à cette injonction à la sobriété foncière ou bien un réinvestissement des terrains en friche, des entrées de ville, enfin bon, toutes ces choses qui sont éventuellement à revoir. Pas nous dire qui vous êtes. Je suis une enseignante en école d'architecture Paris-La-Villette. Merci. C'est toujours plein d'enseignements de savoir d'où on parle. Ça aide aussi à angler les questions. Juste sur cette question, c'est vrai qu'on met sobriété foncière, on ne voit pas trop ce que ça veut dire derrière, mais derrière, nous, on y met effectivement utiliser le déjà là. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, on produit énormément de vacances, on produit des friches. 150 000 hectares quand même sont aujourd'hui du gisement de friche qu'on n'utilise pas forcément. Donc voilà, donc on a du gisement foncier qu'il faut aller chercher effectivement. Et donc c'est toute la question de repenser le modèle d'aménagement. On a des gisements fonciers disponibles qui sont parfois dégradés, qu'il faut aller dépolluer, etc. Mais il faut aller les chercher ces fonciers-là parce qu'effectivement c'est une question de c'est ça l'enjeu. L'enjeu est là. Voilà. C'est par ça qu'on avait commencé tout à l'heure effectivement. Peut-être un exemple sur la métropole rennaise aussi, il y a bien 20 ou 30 ans, une ZAC qu'on appelle ZAC Kourouz sur des terrains militaires, donc des friches, des sols pollués, mais tout un quartier qui a été labellisé écoquartier. Donc je pense que d'ailleurs toutes les communes de France travaillent aussi sur ces questions-là, de renaturation, de reconstruction des centres-villes, mais aussi des friches industrielles ou autres. Hein. Je pense aussi de part et d'autre les infrastructures ferroviaires. Il y a aussi des possibilités. Donc on est dans ce travail-là. Moi, je voulais dire aussi ce qui était important dans l'aménagement. On parle de la renaturation aussi en ville ou des gisements fonciers. Donc on a fait tout un travail sur les gisements fonciers. Mais ce qui est important aussi pour le cadre de vie, c'est comment faire en sorte que ces espaces, ces poumons verts, il faut faire très attention aussi à ne pas forcément les urbaniser, parce que voilà, on a aussi plein d'injonctions, garder les arbres, garder les espaces verts, garder les zones humides, maintenant travailler avec la qualité des sols. Alors où est-ce qu'on fait le renouvellement urbain? Et ce qui est important, c'est que tous ces espaces de biodiversité, comment ils sont reliés entre eux aussi, ce qu'on appelle les coulées vertes. Donc c'est aussi peut-être quelque chose à penser demain. Et je rejoins Anne sur la question de valoriser la ville existante demain. Voilà. Merci pour ce complément. À vous. Si vous ouais, j'arrive. Bonjour, merci. J'avais une petite question sur le traitement que vous faites dans les jardins pavillonnaires qui sont des zones qui peuvent être densifiées par de nouveaux pavillons, par la division parcellaire, etc. Sachant que ce ne sont pas des zones considérées comme non artificialisées, mais qui bénéficient d'infiltration. Enfin, du coup, dans votre méthode, comment est-ce que vous les gérez? Je suis un ancien étudiant en urbanisme et j'ai fait mes deux mémoires sur le ZAN. Donc c'est un sujet qui m'intéresse. Oh, vous auriez pu être avec nous. Ouais. Allez, une réponse. Oui, ou des réponses. Pour rebondir sur la première question, et c'est un lien, en fait, on est en train de mener toute une étude pour objectiver les potentiels d'intensification urbaine dans les communes de façon homogène, en partant sur des critères qui sont partagés par toutes les communes, et pour éviter qu'une commune nous dise moi j'ai plus de renouvellement urbain, allez voir la commune d'à côté. Donc ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble pour partager ça au sein du comité de pilotage PLUI qui est à l'échelle de la métropole. Et donc à partir de cette objectivation, les communes peuvent choisir quelle catégorie de type d'intensification urbaine ils vont choisir sur ces secteurs. Donc là je vous ai mis un peu notre typologie. Et donc typiquement sur les lotissements, certaines communes vont plutôt choisir de se dire on va pas bouger les lotissements,
Certaines communes vont dire on va juste rendre possible une densification douce avec juste surélévation, extension ou division parcellaire. Et pour d'autres communes, il y a un choix selon le positionnement du lotissement, par exemple pas trop éloigné du centre-ville, à proximité des transports en commun ou proche des réseaux, où là il y a un choix de, entre guillemets, faire évoluer l'ambiance urbaine de lotissement vers soit de l'habitat plus collectif, soit carrément avec un projet de renouvellement urbain. Donc on a comme ça une typologie, en sachant qu'on a une étude en cours avec l'agence d'urbanisme, donc l'ODIAR, qui vise à caractériser les différents types de lotissements pour qu'on puisse alimenter les nouveaux élus en leur montrant le panel d'intervention et la variété des interventions qui sont possibles dans le lotissement. Donc il n'y a pas forcément un modèle d'utilisation de ces fonciers-là. Anne. Oui, juste pour compléter, effectivement, il y a un panel de solutions qui est quand même assez varié. Je dirais que si on rajoute la dimension sol, par exemple, dans certains territoires qu'on a accompagnés, ils avaient en tête justement de faire de la densification douce avec de la division parcellaire, etc. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, les sols qui étaient là dans les jardins étaient très peu abîmés et extrêmement fertiles, etc. Donc ils ont renoncé à certaines densifications douces pour aller reporter sur d'autres zones qui étaient plus abîmées. Donc je pense qu'il faut combiner en fait les deux dimensions, l'aspect effectivement densification, on veut intensifier les usages, mais derrière aussi on a cette vision plutôt espace à préserver aussi. Il y a des espaces qu'on souhaite préserver parce qu'ils ont des sols de très très bonne qualité. Et ça c'est juste permet d'avoir la double focale qui permet aussi de bien choisir aussi vers quoi on peut se diriger. Laurence Besserre. Oui, et là c'est l'élu qui parle, alors je partage complètement, mais d'où l'importance des élus locaux, parce que c'est les élus locaux qui connaissent leur territoire, l'histoire des lotissements, l'histoire des familles, et ce que l'on projette sur une métropole, c'est vraiment aussi en lien avec les élus locaux, et c'est les élus locaux qui décident un peu leur projet urbain. Et là, je m'adresse plutôt à une question qu'il faudrait faire remonter plus haut, c'est qu'on a parlé de lotissement et on a souvent, par contre, on dit on veut faire du renouvellement urbain ou de la densification urbaine, mais on se heurte bien souvent aux règlements, au cahier des charges de lotissement et qui sont extrêmement difficiles à faire tomber. Donc c'est quelque chose qui remonte beaucoup des élus. Allez, on en a une petite dernière pour la route. Si vous voulez, on a juste le temps de la prendre. Ça sera pour vous. Bonjour, Caroline Valuy, je suis consultante sur les sujets de transition écologique. En lien avec ce qui a été dit juste avant, vous avez évoqué tous les deux l'importance de la pédagogie, de la sensibilisation que vous avez eue avec vos collègues élus et avec les services. Est-ce que vous avez travaillé aussi du coup le sujet des habitants, l'acceptabilité des habitants, donc c'est en lien direct avec notamment ce que vous venez d'évoquer, par rapport aux attentes des habitants en termes de logement, de création de type sortir de l'imaginaire du lotissement, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé et si oui, comment ? On en a déjà un peu parlé, c'est plutôt le travail qui est sur la table maintenant, hein, oui, c'est ça ? Mais très rapidement, c'est vrai, lorsqu'il y a des modifications ou des révisions de plans locaux d'urbanisme, on a toutes les réunions publiques. Alors cette question d'intensification, on l'aborde. Il y a toujours ces sujets de grande hauteur, par exemple, d'immeubles de grande hauteur dans la ville-centre. Globalement, dans les villes, petit à petit, les gens acceptent le petit collectif. Alors, je dirais que c'est peut-être en lien avec le vieillissement de la population, où les personnes plus âgées souhaitent se rapprocher des transports en commun, des commerces et des services, plutôt en appartement pour ne plus avoir de terrain à entretenir. Voilà. Allez, le sujet est complexe et passionnant, mais le temps passe vite et je sais qu'on va être rappelé à l'ordre. Donc, on va avancer sur la dernière partie de cette table ronde en vous redonnant la main, Anne, pour les collectivités, municipalités, agglo, comme métropole, SCOT, toutes les configurations que vous avez citées tout à l'heure en évoquant les territoires participant à l'expérimentation ADEME. Pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ils sont où ? Et ils ressemblent à quoi les outils concrets dont ils peuvent se saisir pour amorcer, consolider peut-être une politique de sobriété foncière ? Alors le travail de valorisation est encore en cours. Vous avez vu, on a eu 3 ans d'expérimentation, on a pu accompagner ces territoires-là. Donc on est en train de construire justement le parcours dédié aux collectivités. On a voulu aussi
être toujours au fil de l'eau et produire des petits outils aussi qui soient à disposition des collectivités. Notamment, on a une boîte à outils, et ça, je voulais en parler, elle a été co-construite sur la base des besoins des collectivités qui étaient dans l'expérimentation, et ils nous ont demandé pareil. Mais moi, j'aimerais bien avoir des petits outils pour aller voir justement mes habitants, pour pouvoir parler du ZAN de manière scientifique, pédagogique. Qu'est-ce que vous pouvez bâtir pour nous ? On a bâti notamment un quiz ZAN, voilà, qui est dans la librairie de l'ADEME. Vous pouvez le télécharger, assez bien fait, et qui permet d'aller en consultation publique et de parler de ZAN de manière tout à vrai... voilà, un peu ludique et interactive. Mais c'était des besoins effectivement assez importants qui ont été exprimés par les territoires, faire de la sensibilisation, de la concertation, etc. Et c'était un pan de l'expérimentation assez important, au point où on a commencé à capitaliser tout ce qui a été fait au sein des 22 territoires en termes d'événements sur le ZAN, la concertation. Il y a des territoires qui ont fait des démarches participatives aussi assez impressionnantes. À Marguerite, par exemple, je pense à une démarche un peu innovante. Et tout ça, on voulait le mettre sous forme d'un guide, voilà, qui va bientôt paraître. Voilà, donc on le publiera début 2026 pour aider justement les territoires à mieux faire leur concertation sur ces sujets-là, à mieux sensibiliser aussi la partie des élus, parce que des fois, il y a des territoires qui n'ont pas forcément la chance d'avoir des élus fortement mobilisés comme à Rennes. Donc voilà, donc il y a tout ça qui est... Il y a des fiches de retour d'expérience, il y a des interviews d'acteurs, il y a des vidéos... Il y a plein de choses. Donc voilà, là, vous voyez à l'écran les fiches retour d'expérience qui sont aussi réactualisées, qui vont être publiées. On a publié déjà une première version. Voilà, donc ça fait partie du retour d'expérience. Voilà, de vraiment mettre en avant ce qui a été fait sur chaque territoire. Vous y retrouverez leur contexte, ce qu'ils ont lancé, leurs objectifs. Et surtout, on a voulu avoir ce focus un peu point fort, point faible, focalisé sur les outils qui étaient sortis aussi au sein de chaque territoire. Donc ça, c'est effectivement aussi sur la plateforme expérimentation urbaine. Et on a sorti aussi à côté des vidéos, des interviews de territoires. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment... Donc il y a deux adresses web à retenir. Il y a la librairie ADEME et puis il y a expérimentation urbaine au pluriel, tout attaché, .adem.fr. Là, c'est une bible. Voilà, avec le QR code, voilà, il y a le petit QR code, là, vous pouvez flasher le QR code et vous arrivez sur cette plateforme. On a effectivement plusieurs expérimentations en cours, donc il faut choisir celle sur le ZAN, mais effectivement, on publie énormément de choses, notamment toutes les ressources auxquelles les territoires ont eu accès au travers des outils, des guides, etc. Tout est sur la plateforme et on a essayé on la met à jour très, très, très régulièrement. Alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi de la part de l'ADEME une offre complète sous la forme de parcours pour les acteurs territoriaux, pour ceux qui veulent aller encore plus loin. Alors, c'est vrai que là, je vous parle vraiment des outils liés à l'expérimentation Objectisa, mais l'ADEME porte une offre aux collectivités de manière large. Vous pourrez aller sur le stand de l'ADEME, avec aussi territoires engagés pour la transition écologique, avec le réseau des élus, etc. Donc on a une offre assez complète vis-à-vis des territoires. Sur la question notamment de la sobriété foncière, en parallèle, on a monté aussi une offre destinée au territoire, voilà, qui est dédiée justement à prendre en compte la question des sols, comme on a pu le faire dans l'expérimentation Objective Zone, la question des friches, dans ce nouveau dispositif qui s'appelle Planisol. Planisol, il aide les territoires avec une aide financière, avec un accès aux outils, au réseau. Alors, il est ouvert pour le moment à 4 régions. Sur 4 régions, là, vous les voyez, elles sont colorées derrière moi. Et on aide sur cette partie notamment diagnostic. Vous l'avez compris, la partie diagnostic, état des lieux, meilleure connaissance du territoire. On en a parlé beaucoup avec cette question d'études de sol notamment, et qui permet vraiment de monter une stratégie territoriale basée sur ces données et mieux connaître son territoire pour poser une stratégie sur la question. Allez, François Tresse et Laurence Besserve, en une phrase, chacun, je sais que l'exercice est difficile, un dernier mot, on est en train de conclure là, pour donner envie aux territoires qui sont face à vous de peut-être monter en gamme en matière de politique de sobriété foncière. C'est possible. C'est possible. C'est possible, et là où, avec des outils adaptés à chaque territoire, de pouvoir s'outiller en fonction des contraintes, en fonction des enjeux, en fonction des opportunités. C'est possible et c'est désirable.
il faut que ça soit désirable, de toute façon on n'a pas le choix. Laurence Besserve, vous aurez le mot de la fin. Très rapidement. Alors, juste une petite réponse à votre blague du début. Je suis maire de Béton, B-E-2-T-O-N. Donc on ne bétonne pas à Béton. Non, et, évidemment. Béton Je crois que tout le monde l'avait l'aspect compris, d'une ville tout autre que son nom, je dirais. Donc 2 adresses, Béton et Rennes Métropole. Voilà. Et moi, je finirai par une question. C'est peut-être la conférence précédente qui m'y a fait penser. Le ralentissement de la croissance démographique, quelles seront ses conséquences sur l'aménagement ? Merci infiniment à vous 3 pour votre présence ce matin. C'était une belle table ronde. Merci d'avoir été si nombreux aussi face à nous. Ça nous envoie aussi un bel indicateur quant à l'actualité et la pertinence du sujet pour vous. Très très bon salon des maires et des collectivités locales. Et déjà, bonne fin d'année à vous tous. Rendez-vous l'année prochaine.